Bon matin tout le monde. Je suis très heureux d'avoir été invité à cette merveilleuse réunion et congrès. Je suis impressionné que 25 ans plus tard, M. Terrier a encore cette entreprise. Je me souviens des époques, ça passe vite la vie à 25 ans. Ça passe tellement vite que c'est l'histoire de trois personnes. Un actuaire, un économiste et un conseiller financier. Tous les trois sont très près de la retraite, 18 mois. Mais ils ont la chance de rencontrer le bon Dieu et de demander au bon Dieu une prévision de l'avenir et de revenir sur Terre pour l'exécuter dans les prochains 18 mois. Alors, l'actuaire, lui, il s'interroge sur une question simple. Hein. Quand est-ce que le bon Dieu va pouvoir nous donner la capacité, nous les actuaires, à prévoir de façon plus précise la longévité de la population? Parce que vous savez, d'un côté, il y a des découvertes scientifiques. De l'autre côté, les gens, les habitudes de vie, on ne sait pas trop où ça va aller. Bon Dieu dit, écoutez, il y a beaucoup de brouhaha du côté des sciences de la vie, mais sur 7-8 ans, on devrait avoir quelque chose de plus stable parce que les découvertes s'en viennent bien. 7-8 ans, l'actuaire a dit, écoutez, là, à mon âge, là, moi, je prends ma retraite dans 12 mois, donc ça ne sera pas sous mon administration. Très désolé de la prévision. Alors, l'économiste, lui, c'est plus simple. Quand est-ce que les taux d'intérêt, les taux d'inflation vont devenir un peu plus normaux, comme on avait avant, qu'on pouvait faire des prévisions, puis le monde nous croyait? Bon Dieu dit ça, c'est une question difficile. On a encore beaucoup de choses à faire avant de se remettre de la grande crise financière. Et ça ne sera pas au moins une bonne dizaine d'années avant que vous puissiez avoir une stabilité quelconque. Là aussi, l'économiste est très déçu parce qu'il dit, je me retire dans 18 mois, puis c'est fini. Alors, le conseiller financier, question plus simple, il dit, oh, bon Dieu, moi, je suis conseiller financier, puis j'ai besoin d'avoir un peu de visibilité sur le régime réglementaire et technologique. Quand est-ce que je vais avoir quelque chose d'un peu plus précis? Là, il dit, c'est n'importe quoi, ça change tout le temps. Bon Dieu, il dit, ça ne sera jamais sous mon administration. Ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de numérisation, de re-réglementation. Contrairement à ce qui est écrit dans le programme, ce n'est pas déréglementation, c'est re-réglementation et de professionnalisation du métier que vous faites, qui est celui d'exercer auprès de vos clients un conseil. Il y a un ouragan. C'est un ouragan, dans le fond, de changement technologique qui nous frappe comme industrie. Il y a un tsunami de nouvelles réglementations qui nous frappe également. Puis on se trouve un peu en eau trouble avec nos clients. Mais on cherche un nouvel équilibre tous ensemble, l'industrie, le réglementaire, les politiciens et le client, de façon à ce qu'on mette un peu d'humanité à la barre pour faire en sorte qu'on puisse revenir à une relation client qui plaise aux clients, qui plaise aux réglementaires et que finalement, on a un peu retourné sur une vitesse de croisière. La numérisation, bien, vous la connaissez, c'est associé à 4 grands phénomènes. Le premier, il y en a 5, voyez-vous. Ils vont venir. Le premier, c'est le fait qu'on calcule de plus en plus vite. Ça s'appelle la loi de Moore, ça fait une quarantaine d'années. Et le Moore's Law fait en sorte qu'à chaque période d'année, on trouve une façon encore plus rapide de faire les calculs. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut décomposer le génome à peu près à zéro coût, très, très pur, alors que, il y a quelques années, c'était des centaines de milliers de dollars. C'est vrai dans tout le domaine. On a des avancées technologiques, l'info nuagique, donc le cloud. Cette info nuagique-là fait en sorte que le coût de partir une entreprise, de gérer l'information, d'avoir des systèmes d'information qui se communiquent, des applications qui sont faciles, ça change tout dans les modèles d'affaires. On peut créer des entreprises, changer la relation client beaucoup rapidement. Connectivité rapide à bande large, c'est massif. On parle de la connectivité entre les personnes, mais aussi entre les objets, l'Internet of Things qui est en train de bouleverser l'industrie, essentiellement de toutes sortes d'industries, de l'agriculture jusqu'à la manufacture, en passant par les services. Enfin, la création de massifs de données. Il s'est créé plus de données depuis 2 ans que depuis le début. C'est énorme. À chaque année, on crée des données de plus en plus rapidement. Enfin, c'est le 5e, les consommateurs adaptent ces nouvelles technologies à une vitesse rapide, très, très rapide. Et ils s'attendent à ce que nous, on soit aussi rapide à offrir une offre qui tient compte des nouvelles technologies. Ces 5 facteurs-là se manifestent de façon très précise au niveau de la gestion du patrimoine et de l'assurance. D'abord, l'accès aux données. Il n'y a pas longtemps, pour intégrer un système d'informatique, ça prenait beaucoup de choses. Mais maintenant, de plus en plus, on va savoir, on dit où sont les données, puis on va aller faire en sorte qu'une application nous donne une vision des choses qu'on n'avait pas. On ne passe plus nécessairement par l'ancien système, on est capable de le court-circuiter. L'accès aux données. La valorisation des données, c'est-à-dire on est capable de les faire parler. Ces données-là sont de plus en plus pertinentes. On appelle ça le data mining. La plupart des entreprises ont quelqu'un en charge des données, qui est responsable des données, qui fait en sorte que la donnée devient un vrai actif de gestion
pour le conseiller et son entreprisation. Collaboration, démocratisation, dévalorisation des données, c'est ce qu'a fait. En fait, on va évoluer de plus en plus vers des technologies. On appelle ça le blockchain. Vous connaissez le Bitcoin, mais le blockchain, c'est la technologie sous-jacente qui fait que ça va donner la transparence et on va savoir où viennent les données, quelle est la source de données, quelle est la qualité. C'est essentiellement une transparence absolue du système de données qui est en train de nous envahir. Tout ça fait en sorte que l'environnement technologique dans lequel vous êtes aujourd'hui se déplace à une vitesse très, très rapide, folle, qui fait en sorte qu'on a l'impression que le tapis est en train de nous enlever, de partir sous nous, parce que ça va très, très vite. En fait, il y a trois choses qui se passent en même temps. Il y a ce qu'on appelle le FinTech, qui vient vous compétitionner, parce que vous avez une relation avec votre client, puis le FinTech arrive avec une autre façon pour venir chercher votre client. C'est un FinTech qui est dans le B2C. B2B, c'est lorsque le conseiller établi fait appel à une technologie pour mieux servir son client. Et ça, c'est de plus en plus le cas, comme on verra tantôt. Et enfin, on a aussi le fait que le B2B2C, c'est-à-dire que le FinTech est intégré à l'offre client et ensemble donne un meilleur service. Ces trois modèles d'affaires-là cohabitent, mais évidemment, ça va évoluer. C'est tellement vrai que tout le travail que vous faites auprès de vos clients est en train de changer. Nouveaux produits. Récemment, FNBN, l'ETF, utilisant l'intelligence artificielle. Je pense que c'est Horizon qui a lancé ça. Donc, un nouveau produit. Jamais on n'avait pensé ça il y a 2 mois. Des nouveaux portefeuilles, des nouvelles façons d'analyser. L'intelligence artificielle au service du conseiller financier et de l'entreprise. Même chose pour les plateformes. Dans le fond, tous les jours, vous recevez, et vous en avez ici dans cette salle d'exposition, vous avez des nouvelles propositions, des nouvelles façons de faire pour regarder essentiellement la même réalité, mais de façon plus efficace. En même temps, il y a des phénomènes que vous n'aimez peut-être pas parce qu'il y a des possibilités de vous faire des intermédiaires par un autre service d'informatique que vous n'aviez pas vu, une autre façon de faire. Le plus important, c'est qu'il y a des façons nouvelles de faire l'acquisition des clients. Il y a un paquet de choses avant qu'on faisait manuellement qui sont de plus en plus réalisables par la machine. Donc, on parle de robots aviseurs, mais dans le fond, beaucoup des fonctions robotisées concernent comment on fait l'approche au client, comment on entretient la relation client, qu'on la développe. Et ça, c'est par les réseaux sociaux, c'est toute la question que le client s'attend. Parce que s'il vous parle au téléphone, s'il vous parle par Internet, ou si vous le rencontrez de vive voix, que tout ça soit cohérent, et donc que le client est au centre et que vous n'êtes plus par produit. C'est l'omni-channel qu'on appelle, c'est-à-dire la façon d'englober le client. Ça aussi, ça change la façon dont on gère et on fait l'acquisition client. Ça fait que le client, lui, là, qui rentre chez lui le soir, puis avant ça, il y avait 12 contrôles à distance, satellite, son vidéo, tout ça. Maintenant, il y en a une. Il s'attend à ce que quand il arrive dans la finance, ça soit aussi simple. Mais ça ne l'est pas encore. Mais il s'attend à ça. Pourquoi il s'attend à ça? Parce que toute sa vie, son auto devient en plus robotisé, automatisé avec l'information. Pourquoi le monde de la finance ne serait pas? Donc, il s'attend à ce que le changement technologique suive et que les entreprises que vous êtes, on s'adapte pour mieux lui permettre de vivre sa relation avec vous. Enfin, dans la gestion de la relation conseil, mais aussi de tout ce qui concerne le dossier du client, on parle de divulgation, de constitution de portefeuille, de comptabilité, de conformité. Tout ce que vous faites au quotidien, toutes les fonctions de front, de back ou de middle office, comme on les appelle, sont en train d'être modifiées par la technologie. J'en prendrai juste une, l'agrégation de données. Le data aggregation, comme disent les Américains et les Britanniques. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont été les premiers. Du point de vue juridique, si vous êtes aujourd'hui une entreprise européenne, vous devez, à partir de janvier 2018, faire en sorte, puis en mai 2018 encore de façon plus importante, que l'information qui est générée par le client, par des transactions pour le client ou sur le client que vous, comme entreprise, avez généré, cette information-là appartient au client de façon absolue. Il peut vous obliger à la détruire, il peut vous obliger à la transformer, il peut vous obliger à qui que ce soit, parce que la donnée lui appartient. C'est un droit de propriété absolu. Ça, c'est la règle GDPR de l'Union européenne. Les Britanniques sont allés plus loin
Ils ont dit non seulement ça c'est vrai, mais chez nous, la façon de transférer l'information à un tiers doit être standardisée. Voici les standards. Ils sont en train de faire ça. Si vous êtes entreprise d'assurance, de banque ou de services financiers ou de tout service, toute entreprise, même PME, c'est une obligation. C'est plus gros comme changement que le Y2K qu'on a eu dans les années 80, dans l'an 2000. Pourquoi? Parce que ça oblige à tous vos systèmes à connaître quelle information j'ai sur le client. Vous savez, dans la plupart de nos cas, on a des silos de produits. On n'a pas une information globale sur le client. Alors là, la loi dit l'information sur le client doit être sa propriété. Et s'il vous demande de la transférer à un tiers, vous êtes obligé. Cette partie de la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte que le client redevient propriétaire des données. Donc ça, c'est l'Europe par la loi. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi, il y a des principes émis par le Bureau de la protection du consommateur depuis octobre 2017, donc très, très, très récemment, qui dit, on ne fera pas de législation encore là-dessus, mais voici les principes qu'on aimerait être respectés entre la propriété de la donnée par l'individu à l'européenne, mais aussi le fait qu'on veut protéger la sécurité du système financier et les préoccupations des grandes banques américaines, ils sont dans ce texte-là. Mais ça se passe quand même aux États-Unis. Ça se passe par le screen scraping, c'est-à-dire que si le client donne à un tiers, comme Intuit ou un autre, les numéros d'accès à ses comptes, à ce moment-là, ce tiers-là peut aller sur le site Internet avec le NIP, aller chercher l'information et ramasser l'ensemble d'informations des fournisseurs du client et faire un portrait global de ses activités de revenus, dépenses, son budget et tout le reste, et de son bilan et de son plan financier. Ça, c'est le screen scraping. Aux États-Unis, certaines études montrent qu'il y a 35-40 des conseillers financiers qui utilisent avec leurs clients le screen scraping. Au Canada, le ministère des Finances, dans son dernier papier sur la réforme de la loi des banques, dit on ne veut pas encore implanter l'Open Banking Standard des Britanniques, mais on veut le considérer. On demande donc à l'industrie de nous faire des commentaires sur ce concept, qu'est-ce que ça devrait être. Ça pour vous dire que préparez-vous, et c'est ma prochaine slide. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous avez énormément d'informations sur votre client que même le client n'a pas, parce qu'il ne la ramasse pas, parce qu'il ne fait pas l'étude. L'image que j'ai, c'est une PME qui n'aurait aucun système de gestion. Bien, tout ménage, tout individu qui a des choses à gérer, ça lui prend un système de gestion. La base du système de gestion, c'est quoi? Quels sont les faits? Quelles sont les données? Le database. Toute entreprise a besoin de ça pour optimiser, pour décider, pour comprendre. Le data aggregation fait en sorte que ce que vous faites aujourd'hui, les fameuses boîtes de souliers pleines de paperasse, que votre client vous apporte 15 jours avant la fin de la période des impôts, avec toutes sortes de choses à faire, en février, en décembre ou en mars, ce monde-là est en train de disparaître. Il va apparaître un nouveau monde. Et ce n'est pas dans 6 ans. C'est déjà le cas aux États-Unis. Ça existe déjà. Les grandes banques canadiennes sont en train de se doter d'un système d'agrégation pour leurs clients. La vérité, c'est que la plupart des institutions financières vont vouloir avoir un système d'agrégation de données. Pourquoi? Parce que si la loi vient et la technologie vient, ils vont être obligés de la transférer à un tiers. Ce n'est pas intéressant. Donc, il est très important de comprendre ce phénomène-là. Si c'est la seule chose que vous retenez de ce que je vous dis, ça sera la plus importante à mon avis, parce que le monde est en train de changer à cause de ce phénomène. Le client redevient propriétaire de ses données. Et donc, la count aggregation devient très importante. Pourquoi? Parce que ça donne le portrait au client de où est-ce qu'il met son argent, où est-ce qu'elle vient, et comment il investit, tout l'ensemble du portrait que vous voulez faire, bien, il pourra le faire par ça. C'est une menace, mais une grande opportunité. Si vous êtes capable d'avoir ce service-là, bien vous aussi, vous êtes capable d'aller au-devant et mieux servir votre client. Voilà pour la partie technologique. On pourrait parler juste de ça, on n'aurait pas assez de temps ce matin. La réglementation, la re-réglementation, je ne parlerai pas beaucoup de ça parce que Pierre et Mme Diam en ont parlé correctement tantôt, mais pour ceux qui n'étaient pas là rapidement, c'est un véritable tsunami. Pourquoi? D'abord, la crise financière a laissé un mauvais goût à tout le monde, pour toutes sortes de bonnes raisons. Et on a d'abord regardé la stabilité du système, augmenter le capital des banques, plus de réglementation partout à travers la planète depuis la crise de 2008. Deuxièmement, on a voulu chasser tous les comportements abusifs sur le taux de change, sur le Libor, tous les scandales que vous avez connus. Et troisièmement, et c'est là que sont rendus réglementaires, on s'est attaqué à la conduite professionnelle pour une meilleure protection du consommateur. C'est là que ça devient. Et cette origine-là fait en sorte que vous avez un activisme réglementaire partout. On parle de transparence. Vous connaissez le MRCC1,
la divulgation au point de vente, le troisième s'en vient. Les obligations de ceux qui sont inscrits, connaître son client, ses produits, la convivialité, la formation. Il y a des standards qui vont se hausser dans ce domaine-là. La discussion sur les commissions intégrées. Si vous voulez aussi avoir une perspective là-dessus, sur le site de Power Financière, j'ai une conférence que j'ai faite l'année passée à Toronto avec les slides de texte sur pourquoi le débat sur les commissions intégrées est un débat de politique publique et non de questions réglementaires. Et c'est ça que Pierre Lortie a dit aussi de façon plus éloquente ce matin. Les normes réglementaires, c'est le meilleur intérêt du client et la responsabilité au niveau autant de l'assurance vie que de l'ensemble de la gestion des risques. On va apparaître de nouvelles organismes de réglementation. L'Ontario est en train de s'intégrer, comme d'avoir une réglementation intégrée, comme le Québec a fait par l'Autorité des marchés. L'Office de réglementation s'en vient. Et on parle d'une éventuelle pan-canadienne réglementation, on ne sait pas. L'encadrement des banques, dans le papier du fédéral au Modou, on parle d'une agence de protection qui est déjà là, mais qui aurait plus de capacité auprès des banques. De sorte que ça ne changera pas, on en a pour des années. Mais il y a une re-réglementation de l'industrie. Ce n'est pas petit parce que ça arrive en même temps que tout le changement des technologies. Ce n'est pas par hasard que la relation client devient très difficile. Elle devient difficile, pourquoi? Parce qu'il y a un faible taux de littératie financière, c'est connu, et les changements qui arrivent là ne font pas faciliter les choses parce que c'était difficile avant de comprendre ce qui se passait. Là, ça va être encore plus difficile. Le gap, là, est plus grand qu'avant. Protection du client, univers complexe. Peut-être vous tous, vous êtes capables de nommer les acronymes qui sont là, puis on ne les a pas tous mis. Mais j'ai une chart que quelqu'un a faite qui m'a envoyé, qui donne la liste de tout ce qui s'appelle réglementaire et associations diverses dans l'industrie canadienne. Ça va de l'assurance, donc des produits de protection, vie générale, jusqu'au titre, en passant par les fonds mutuels. Et puis, c'est l'enfer de s'y reconnaître. C'est un millimélo. C'est plus compliqué que la médecine. Parce que dans le domaine médical, on a des médecins généralistes, on a des spécialistes, en gros. Bon, puis finalement, les généralistes, ils savent c'est quoi les spécialités. Mais dans notre industrie, là, c'est un peu le capharnaüm. Ça vient d'une vieille histoire. On avait des piliers, vous vous rappelez de ça, le trust, l'assurance, la banque. Mais le client, lui, il n'est plus dans le monde des piliers, puis la réglementation non plus. Mais on a tout ça encore. On a un gros ménage à faire. Là. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais pour le client, c'est sûr que ça devient complexe et c'est facile d'être confus devant tout ce monde-là. Ce n'est pas évident. Méfiance. Ça, c'est un peu intéressant parce que ceux qui ont un conseiller financier se déclarent en général survey après survey, enquête après enquête, satisfaits. Puis ceux qui n'en ont pas, ils se méfient. Puis comme Pierre Lortie disait tantôt, ils se méfient parce qu'ils ont peur qu'en allant chez le conseiller financier, il va prendre des risques. Parce que c'est son point qu'on ne veut pas perdre de capital. C'est toute la notion de la littératie. Puis on a affaire à un élément comportemental très important, comme a souligné Pierre Lortie. Ensuite, il y a les moutons noirs qui font très mal à l'industrie. Il y en a eu quelques-uns. Ça a fait mal partout à travers le Canada. Et c'est très médiatisé, beaucoup plus que les bons coups que vous faites avec vos clients tous les jours. C'est sûr. Et ça, c'est un grand problème, qu'à chaque fois que ça arrive, on en a pour des années avant de changer la perception, puis vous devez le voir, vous êtes prêt à expliquer ça à votre client, puis il se demande, bon, tu sais. Alors, ça brasse. Donc, il y a 27 des ménages canadiens qui ne sont pas prêts pour la retraite dans ceux qui ont une faible utilisation du service conseil, alors que ceux qui utilisent, 49 ont le service conseil. Pierre l'a mentionné, c'est très important. 30 pour l'ensemble. Au total, il y a une logique ici, là. La méconnaissance versus la confiance, la question de littératie, la méfiance associée au potif puis l'utilisation, on a un travail à faire. Pourtant, ça veut dire quoi? C'est que si vous êtes un conseiller financier, normalement, vous dormez encore la nuit, mais vous vous réveillez de bonne heure le matin. Parce qu'il y en a des affaires à jongler. Il y en a des affaires qui s'en viennent, qui sont déjà arrivées. Ce n'est pas facile de déterminer le modèle d'affaires. D'abord, est-ce qu'on va rester pertinent? Est-ce qu'on peut répondre aux attentes des clients versus les coûts? Quel choix technologique? Est-ce que le robot, c'est un complément ou un substitut? Plus vite vous allez comprendre que c'est un complément, mieux ça va aller. Qu'est-ce qui est complémentaire? Qu'est-ce que je fais faire par la technologie? Qu'est-ce que je garde? Conformité.
des normes complexes, de plus en plus. Est-ce que je suis assez grand, assez gros, assez capable d'avoir des coûts unitaires intéressants pour mes clients et des revenus qui, eux, vont être à la baisse parce qu'il y a de la pression venant des compétiteurs et de la technologie. Donc, je suis coincé entre baisser mes coûts, mais augmenter le service avec les revenus qui sont en baisse. C'est le cas de plusieurs d'entre vous. Je suis certain de ça. C'est pas fatigant, mais pas à peu près. Donc, c'est le modèle d'affaires qui est mis en question. Est-ce que la marque est importante? Est-ce que je dois me regrouper? Est-ce que c'est le conseiller qui doit s'occuper de toute l'organisation, de toute la conformité, de tout ce qui s'appelle la technologie? Ou si, comment je joue ça? Est-ce qu'on s'en va vers des modèles où, dans le fond, il y a des regroupements de conseillers encore plus grands? Question. Nouvel équilibre qui est difficile à trouver. Ce n'est pas une situation confortable. Mais il faut revenir à la base. Ces défis-là, c'est vrai dans toutes les industries. Le monde est en changement. Ce n'est pas juste les conseillers financiers. Je pourrais vous parler d'agriculture, je pourrais vous parler de n'importe quel secteur d'activité économique. Il n'y en a pas de secteur économique facile, puis il n'y en a pas qui ne sont pas dans le changement par-dessus la tête. On est en pleine révolution technologique, comportementale, médiatique, tout ce que vous voulez. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie, nous autres. Comme conseiller, vous avez un grand rôle. On hérite d'une situation où, dans le fond, on a mélangé des concepts pendant longtemps, mais on commence à les démêler. Le premier concept, c'est l'alpha. Ça, c'est quoi? C'est choisir le bon titre, choisir le bon fonds. C'est le travail du gestionnaire de portefeuille. Il y a un indice à battre ou il y a un niveau de revenu absolu à atteindre. Donc, lui, il fait de l'alpha par rapport au marché. La littérature là-dessus est très nuancée et c'est pas évident que l'alpha est toujours positif puis il est toujours là. Ça existe, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut baser comme conseiller financier tout son avenir parce que si vous êtes un style croissance, puis c'est plutôt le style valeur qui domine le marché, ou si vous êtes dans un régime comme on avait depuis 7-8 ans, risk on, risk off, mais là, c'est dur de battre l'indice parce que tout le monde s'en va des ETF, puis la gestion active n'est plus là. Bref, c'est une position fragile. Très, très, très difficile de basser, de dire que le conseiller financier, c'est là sa valeur. Mais pendant longtemps, puis encore aujourd'hui, vous ouvrez le journal, vous ouvrez des publications, plus tard que 3 ans, le conseiller économique du gouvernement américain, Obama, gros texte sur la réforme des lois et des règlements auprès des conseillers financiers des caisses de retraite privées aux États-Unis. Pendant 45 pages, c'est tous des textes qui disent l'alpha, ça vaut rien. Mais ce n'est pas de ça qu'il nous parle. Ce n'est pas ça qu'on fait comme conseiller financier d'abord. Ça, c'est le gestionnaire de portefeuille, c'est une industrie en soi. La deuxième, c'est la politique d'investissement. On sait que répartir les actifs d'un client entre différents actifs possibles, c'est en fond l'allocation des risques par rapport à sa politique de placement et à son goût du risque, à son appétit pour les risques et ses besoins. Donc, il y a une équation entre 3 choses. Quelles sont vos préférences pour le risque? Quels sont vos objectifs financiers? Puis quel actif va me permettre d'atteindre ça sur un horizon assez long? Ça, c'est le bêta, c'est la construction du portefeuille. Ça, c'est important. Ça va aussi être changé par beaucoup de choses technologiques, mais là, vous avez à faire des choix, gestion active-passive, adéquation des risques, encore une fois, combien d'actifs domestiques nationaux. Tout ça, c'est des vraies questions et ça a de l'importance. Ça a de l'importance et de plus en plus, les grands courtiers, les grandes maisons de conseillers financiers sont équipés pour faire l'allocation de l'actif avec le client. Ça s'est déplacé de l'alpha à cette game de bêta. Puis là, on découvre depuis 4-5 ans, grâce à plusieurs études, dont celle de Global Market de Cyrano et d'autres à travers le monde, que finalement, la valeur du conseiller financier, qui est très importante, c'est celle du gamma. C'est l'encouragement à épargner, le plan financier, le comportement d'épargne, ne pas paniquer quand le marché tombe, ne pas se décourager quand on a une mauvaise chance dans la vie, garder le plan et être là pendant longtemps. Comme dit Pierre, pas le timing du marché, mais how much time in the market. Et donc, ça prend un coach. Et c'est ça le gamma. Et ça a été démontré par plusieurs études. Je cite ici celle-là de Claude Monmarquette. D'abord, le patrimoine de ceux qui ont un conseiller financier, juste l'observation statistique est 4 fois plus élevé. Et enfin, l'étude démontre que le ratio des actifs financiers sous gestion, grâce à un conseiller financier, avec le temps, peut être jusqu'à 2,7 fois
la valeur par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Puis il a reconfirmé cette étude-là récemment dans une publication avec des données 2014. Ça, c'est des données 2010. Ça, c'est la Bible. Et ça devrait être connu de tout le public, de tous les médias, de tous les réglementaires. Ça n'a pas été challengé depuis que Claude l'a publié. Ça a été même confirmé par d'autres études, par lui et par d'autres. Et maintenant, l'industrie est capable de prétendre de façon honnête que le bon conseiller financier qui fait ce travail avec son client crée une véritable valeur dans le temps. Ça dit aussi que ça prépare mieux à la retraite, parce que le service conseil, il y a un impact sur l'épargne, donc il y a un impact sur l'épargne pour la retraite. Ça dit aussi que les gens qui sont un peu plus sécures sur l'avenir financier sont moins nerveux, sont plus attentifs. Ils ne sont pas préoccupés de ça. Bon, il y a ceux qui sont les day traders là, qui pensent juste à ça, là, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. D'ailleurs, eux autres, la plupart du temps, l'histoire montre que ce n'est pas là qu'on sera riche. Donc, la suivi au travail, la meilleure santé, c'est un peu le calme dans la cabane. Hein? On est plus relax. Alors que si on n'a pas ça, on est très nerveux. Curieusement, beaucoup de gens ont un gros coussin, mais en même temps, ils savent bien qu'ils n'ont pas assez et ils ne veulent pas. Donc, ça, c'est cette assiduité au travail, meilleure santé, un bilan financier supérieur, c'est corrélé. Quelle est la cause de l'effet? Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est relié beaucoup. Évidemment, si on épargne plus au Canada, on est capable d'investir davantage et d'investir dans nos compagnies. Puis à terme, on devrait avoir une propriété de nos entreprises un peu plus grande. Et tout ça, c'est un bénéfice important. Mais le plus important, à mon avis, en termes de timing, c'est que dans les prochaines années, il y a tout un grand nombre de baby boomers qui sont à la retraite, qui ont commencé, la population active diminue au Québec, mais aussi à travers le Canada. Grâce à l'immigration, elle ne diminue pas, mais on a une démographie vieillissante. Mais en même temps qu'on dit ça, il y a un transfert extraordinaire de richesse d'une génération à l'autre. Et ça, c'est un grand problème. C'est le problème de celui qui fait le transfert, c'est le problème de celui qui reçoit le transfert. Tous les parents du monde vont vous dire, moi, je voudrais planifier ça, mais je ne sais pas trop comment le faire. Ce que je lui donne maintenant, je lui donne plus tard, tu quelle forme, puis lui, tu es capable de s'en occuper, ou elle, puis c'est quoi la situation? Bon, tout un débat. Puis vous le savez, vous avez vos clients qui sont là. Et c'est ça le rôle du service conseil. On est dans le gamma par-dessus la tête quand vous faites ça. Un chiffre... il y a 4,2 trilliards d'actifs au Canada dans les mains des Canadiens, les ménages. Je ne parle pas des compagnies, uniquement des particuliers, les ménages. Il y en a 2,6 qui est avec conseiller financier. Et dans ce cas-là, il y a 15 qui est en dépôt. Par contre, ceux qui n'ont pas de conseiller financier, la proportion de dépôt est plus grande. Pierre a fait le point. C'est important de le marteler. Bon, ben bravo, les conseillers financiers. Peut vous applaudir. Vous n'avez pas à être gêné de vous présenter devant qui que ce soit pour dire qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis un conseiller financier, vous devez être fier. C'est un des très beaux métiers. C'est aussi important, à mon avis, qu'être un médecin. Parce que la santé financière et la santé physique, ça va ensemble. La différence, c'est que nous, on a de l'ouvrage à faire pour s'organiser comme des médecins. Ce n'est pas encore fait tout à fait. On n'est pas mal pas là encore. Défi, l'ouragan auquel on fait face, les changements, le tsunami de la réglementation, puis l'eau trouble, là, qui est tous les écarts de perception. Je n'ai pas mis les médias dans ça, qui, pour eux, là, c'est pas évident comment traiter ces sujets-là, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, mais le système dans son ensemble, qu'est-ce qu'il fait, c'est difficile à savoir. Les atouts. La valeur du service conseil, les retombées positives, les besoins des Canadiens. Donc, on n'a pas à se sentir gêné. C'est un grand défi, mais c'est un défi intéressant. On est chanceux parce qu'on a un travail extraordinaire. En anglais, on appelle ça d'un purpose. Moi, j'aime ça parce que quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ce qu'on fait dans la vie comme conseiller financier, c'est d'aider les Canadiens et les Québécois à mieux vivre à longtemps en santé financière. C'est un beau métier. C'est un métier noble. Et c'est pour ça qu'il faut le valoriser. Que faire? Ben d'abord, il faut rétablir les faits puis répandre la nouvelle que le conseiller financier, c'est un métier noble et valorisant. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est un métier noble et valorisant, mais qui n'est pas basé sur une relation de transaction entre le client et son conseiller. Ce n'est pas une relation. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas une transaction, c'est une relation. C'est une relation avec le temps. Pierre a parlé tantôt d'un bien de confiance, d'un bien qui bâtit dans le temps. Bien, c'est ça, c'est un bien d'expérience. Le client, il ne peut pas savoir si vous êtes bon ou si vous n'êtes pas bon la première fois qu'il vous rencontre. C'est impossible. C'est uniquement dans la durée qu'il sait que vous êtes un bon coach. C'est la même chose pour les Canadiens.
Hein? Pas une game, ils ont une Coupe cette année ou pas. Bon. Vous autres, c'est la même affaire. Mais dans le cas, il peut avoir une bonne game, faire un bon show, mais est-ce que dans la durée? C'est la durée qui est importante ici. Donc, prendre conscience de ça. La deuxième, c'est faire du judo avec tout ce qui s'en vient. N'ayez pas peur des nouvelles technologies. Entourez-vous de gens qui les connaissent. Faites en sorte que vous ayez une vision de comment la technologie peut vous aider, parce que ça peut aider votre approvisionnement, votre gestion, l'accès aux clients, ça peut aider tout ce que vous faites. Donc, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas dire ça ne m'arrivera pas à moi. Non, allez la chercher puis utilisez-la. Puis, contrairement à ce qu'on pense souvent, ça ne coûte pas si cher que ça si on le fait correctement. Il faut donc harnacher les forces de technologie pour aider tout ce qu'on a à faire. Le tsunami, bien là, quand on a tous ces changements réglementaires, ça nous fait peur. Il y a peut-être une façon de voir la conformité différente. Je prends un exemple, connaître votre client. Il y a des obligations très strictes de l'AMF qui vont devenir encore plus strictes. Connaître ses produits. Mais dans connaître son client, si vous ajoutez à ça une bonne rencontre avec votre client pour connaître ses connaissances, ses croyances, à quoi qu'est-ce qui l'anime dans la vie? C'est quoi ses objectifs? C'est pas farfelu quand les réglementaires vous demandent ça. Parce que c'est la meilleure façon de connaître les besoins du client, c'est la meilleure façon de bien le servir. C'est vrai, ça. Être client-centric, s'occuper du client, c'est de connaître de quoi il a besoin. Puis d'être très rigoureux, c'est pas une formule, c'est de s'asseoir pour bien comprendre. Donc, il faut prendre le réglementaire et dire comment je peux améliorer ma relation client, ma connaissance du client, plutôt que de le prendre comme une imposition. Les études montrent, et récemment, il y a une étude de l'Université McGill et Cyrano en économie expérimentale, montre que pourquoi les gens sont prêts à payer pour un conseil financier et à faire la démarche. Ce qui est frappant de l'étude, ce n'est pas le revenu, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas homme-femme, ce n'est pas le métier, ce n'est pas toutes les choses qu'on pense quand on fait la fameuse segmentation de marché, on va diviser tout le marché comme ça. Non. Le plus important, c'est ce que les Anglais appellent le belief, le croyance. Qu'est-ce qui font que dans la vie, cette personne-là a confiance dans la vie en général? Ça, c'est une chose. A confiance en soi pour ce qui est d'investir. Et là, on trouve des comportements où les gens sont super confiants. Quand vous voyez des gens qui font le day trading, en général, c'est des gens qui sont super confiants. Ça ne sera pas votre client, jusqu'à temps qu'il se cogne comme il faut. Mais en général, alors tous ces aspects comportementaux sont importants. C'est là que vous pouvez vraiment faire un match et vérifier aussi le niveau de littératie financière de votre client pour être au bon niveau, pour parler le langage qu'il comprend. Il faut être inventif. Il y en a tellement de solutions, tellement de portefeuilles. Vous ne devez pas être à court d'idées, de produits. Vous devez être un bon enseignant pour faire comprendre ce que le client achète. Il faut le coacher, puis il faut avoir une bonne technologie. Enfin, tout ça, ça ne fait pas seul. Pensez pas que vous êtes capable de couvrir la panoplie de ses besoins. Ce n'est pas grave de s'entourer de quelqu'un qui connaît le parti du métier que vous ne connaissez pas. Ce qui est important, c'est que le client ait accès à un travail de service conseil de haute valeur. Donc, reprendre la barre de contrôle. Retourner en contrôle de la situation. Et pour ça, j'ai des questions à poser à l'industrie, aux autorités, aux décideurs politiques. Il faut en arriver à ce que la profession, le métier, je dirais, de conseiller financier devienne plus professionnel. Il faut hausser la barre. Hausser la barre, ça veut dire au niveau de qui fait ce métier-là, la formation continue. On en a parlé tantôt, Madame parlait de les irrégularités, les moutons noirs. Il faut hausser la barre. Un des problèmes des autorités alimentaires, c'est qu'ils acceptent qu'il y a de valeur au service conseil, mais ils disent que ce n'est pas standard. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas vrai que c'est n'importe quoi, mais comme industrie, il faut hausser la barre. Je vous donne un exemple parce que je la connais. Chez nous, c'est Investors Group, c'est systématique. On est rendu à 96 % de nos conseillers qui sont avec des diplômes de planification. Pas qu'ils vont juste faire ça, mais on impose ça en plus de tout le reste. On recrute et on forme continuellement. Puis ce n'est pas un truc pour rendre nous plus compétitifs. On souhaite que tout le monde dans l'industrie le fasse, que tout le monde hausse la barre. Que ce soit un corps professionnel, pas nécessairement une association, ça c'est à voir, mais que l'industrie, que ce soit le MFDA, l'IROC, les conseillers en assurance ou les courtiers, que tout le monde hausse la barre. À l'entrée, pendant qu'on est là, puis tout le temps.
C'est le professionnalisme qui va faire changer la perception des clients, des médias et des régulateurs. On a un très beau produit, on a un très beau service. Il est mal connu parce qu'on ne l'a pas présenté, puis aussi parce qu'on n'a pas peut-être haussé la barre assez rapidement. Pierre parlait de la transparence. Moi, je dis oui, la transparence, mais aussi, soyons plus professionnels dès qu'on a une chance. Il faut travailler sur la confusion. Les gens sont confus. On a un job à faire pour que les gens comprennent ce qu'on fait. Ça, c'est toutes des grandes questions, mais il y a peut-être une simplification de notre industrie à faire. Est-ce que c'est encore vrai qu'on a besoin autant d'associations différentes? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que ça n'aide pas aux choses. Vous vous souvenez, pendant qu'il y avait 3 ou 4 associations de comptables, ben là, ils sont juste un type. Ça simplifie la vie pour tout le monde. On sait à quoi s'attendre. Nous, on n'est pas là encore comme industrie, il faut y travailler. Les besoins sont hétérogènes. C'est un des grands défis des réglementaires de faire une réglementation pour tout le monde. C'est pour ça qu'une réglementation prescriptive est très, très peu efficace. Parce qu'il n'y a pas un individu pareil, il n'y a pas un conseiller pareil, il n'y a pas une situation pareille. Donc, il faut respecter l'hétérogénéité. C'est ça qui est la richesse. C'est ça qui fait que les sociétés sont aussi riches. Les gens ne sont pas pareils. Dans le conseil financier, vous le savez, il n'y a pas un client qui a le même problème. Vous n'avez pas les mêmes solutions pour tout le monde. Donc, l'hétérogénéité est très importante à faire comprendre à tout le monde qu'il faut avoir un service qui est standard en termes de qualité et de principe de gestion, mais on ne peut pas donner la même solution à tout le monde. C'est clair. L'accès. C'est sûr que certains réglementaires rêvent de faire une réglementation qui va être parfaite. Pas de conflit d'intérêt, pas de problème. Ça existe. Tout le monde paye un chèque directement au conseiller financier. En principe, on dit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est un autre débat, mais c'est la théorie. Mais ce monde-là, d'abord pour les gens très, très riches, là, vous le savez, les gros comptes, ce n'est pas la commission qui vont payer leurs clients, c'est un frais annuel, puis ça fait longtemps qu'ils le savent. Puis ceux qui ont hérité de leurs parents, puis leurs grands-parents, ils leur ont dit ça aussi, puis tu payes ton conseiller financier comme tu payes d'autres services. Mais celui qui part avec 12 000 $ puis qui veut investir, s'il faut qu'il fasse un chèque en partant, ça ne marchera pas. Donc l'accès est très important. C'est pour ça que dans l'autre papier que je vous parlais tantôt, qui est sur le site de notre société, je zoome beaucoup sur l'accès. Si on ne préserve pas l'accès, on tue la poule aux œufs d'or. Donc, il faut garder l'accès, et c'est l'accès qui va faire en sorte que la société va bénéficier de services conseils. Si on ne garde pas l'accès, puis qu'en même temps, les régimes privés ne sont plus à prestation définie, c'est l'enfer. On s'en va vers un gros problème de politique publique plus tard. L'accès est fondamental. C'est pour ça que moi, je dis, cette décision-là appartient aux politiciens et non aux réglementaires, tellement elle est importante pour l'avenir du Canada et du Québec. Puis on a un travail à faire. Il faut expliquer notre métier. Puis c'est bien le comprendre, il faut l'expliquer, il faut développer un vocabulaire que le monde comprenne, puis que les journalistes vont comprendre. Puis il faut accepter qu'il y a des critiques qui vont être faites aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie comme conseiller financier? On fait en sorte que les ménages et les individus gèrent mieux les affaires personnelles financières. C'est ça qui est notre but, on est un coach. Alors, c'est la standardisation du service. Donc, il faut avoir une façon de faire en sorte que quand les gens vont transactionner, faire des transactions avec nous, qui on est dans le service, il y a un standard qui est respecté minimum. Un certain nombre, je dirais, une charte du consommateur, mais faite par l'industrie, auquel tout le monde est d'accord. On s'attend à ça quand on entend en relation avec un conseiller financier, que ce soit l'assurance, des fonds mutuels, des titres, whatever. Et, je n'en parlais tantôt, les exigences de formation. Donc, je fais un appel beaucoup à l'industrie, aux réglementaires, mais aussi aux policymakers, aux politiciens, pour qu'on soit tous ensemble capables de définir un niveau et un accès qui permettent au conseil financier de jouer son rôle dans l'économie. Et tout ça dans le meilleur intérêt du client. Et le meilleur intérêt du client, ce n'est pas nécessairement, je vais finir par cette anecdote, d'une grande étude qui a été faite où on montre qu'avec des données sur les flux de transactions dans les fonds mutuels, le conseiller a conseillé à son client de vendre un très, très bon fonds mutuel en termes de performance et d'en acheter un moins bon. Ça, c'est la preuve, selon l'étude, que le conseiller a mal servi son client, conflit d'intérêt. Vous savez tout le monde, quand vous rencontrez vos clients, après une belle lancée d'un titre ou d'un fonds mutuel ou d'une compagnie,
on va prendre un peu de profit. C'est tout à fait normal de rebalancer le portefeuille. Le rebalancement du portefeuille, c'est pas d'être en conflit d'intérêt, c'est de veiller à l'intérêt du client. Mais si vous observez le chiffre comme transaction, vous allez conclure qu'il est en conflit d'intérêt parce qu'il a fait vendre un bon produit, puis un autre qui n'a pas performé, mais le conseiller financier a une recommandation que ça, c'est un titre qui va monter. Donc, c'est des exemples comme ça qui font qu'on comprend mal. Donc, l'analyse est faite dans l'alpha. Elle ne parle même pas du bêta, encore moins du gamma. Puis on conclut sur ces bases-là qu'il y a des conflits d'intérêts partout. Il faut faire comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts. Il y en a. Il y en a des véritables, il faut y faire face. Et c'est pour ça que l'industrie de l'assurance a commencé à faire des changements qu'ils ont faits, on parlait tout à l'heure, au niveau de certains voyages et tout le reste. Puis il y a d'autres choses à faire aussi qui vont venir. Mais je pense qu'entre faire en sorte qu'on n'a plus l'accès, puis qu'on n'a plus le standard, puis qu'on va vers un seul modèle, ça serait une erreur. Donc, j'interpelle tout le monde ici à faire en sorte que quand je dis le tsunami de changement technologique, le regain technologique, le tsunami réglementaire et le fait que nos clients sont en eau trouble, c'est à nous, en industrie, à se ressaisir parce qu'on a une très belle histoire à raconter. Merci beaucoup. Je suis prêt à vous répondre aux questions. Merci beaucoup, M. Rousseau. Il y a 2 micros au centre. Je vous invite à vous y présenter si vous avez des questions. Oui, M. Rousseau. Bonjour, monsieur. Bien, félicitations pour votre présentation et je désire souligner votre part quand vous mentionnez que la formation professionnelle, si on veut rehausser notre statut, on doit rehausser la formation. Je partage ça à 100 %. Cependant, dans la vraie vie, c'est pas ça qui s'est passé. Puis je demande votre conseil. Qu'est-ce que nous devrions faire pour corriger la situation? Il y a plusieurs années, nous avions réussi à surélever la barre de formation pour l'entrée en carrière en matière d'assurance collective. Le gouvernement du Québec avait remodelé les normes et par la loi 188, nous avions un haut standard de formation de base. Et voilà que l'AMF a tout démoli ça, sous prétexte que nous devons faciliter la mobilité de la main-d'œuvre et que les conseillers en assurance collective canadiens ne pouvaient pas venir travailler ici au Québec, dû au fait que les normes de base étaient trop élevées pour eux. Donc, plutôt que de niveler par le haut l'industrie de la finance, l'AMF a décidé de niveler par le bas. Que devrions-nous faire? Au début, je me demandais où vous alliez avec votre charrue, j'aurais dit mon père. Là, je vous comprends. La vérité, c'est que le Québec ne peut pas être isolé. Parce que c'est vrai qu'il y a d'abord les produits qu'on vend au Québec, les produits qu'on vend en Ontario, puis dans l'est du pays. Il y a un flux, on fait partie du Canada, puis du Canada financier. Bon. Et l'AMF, oui, contrôle ce qui se passe au Québec, mais elle doit faire en sorte que l'ensemble des standards montent. Puis si vous regardez ce qui se passe actuellement, les AMF de ce monde, le CSA, là, qui regroupe l'ensemble des administrateurs de sécurité au Canada, c'est ce qu'ils font, là. Ils se parlent beaucoup. Puis ils sont en train de voir rehausser ces standards. OK? Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, on ne peut pas refaire l'histoire, mais je pense qu'on est de plus en plus dans le modèle du passeport et on ne peut pas prendre un point et dire ça, celui-là, je ne le veux pas, mais je vais prendre celui-là. Donc, on est dans une fédération et l'AMF joue un rôle très important dans la réglementation canadienne. C'est un pôle de référence dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des fonds mutuels, dans tous les domaines. Il y a beaucoup de leadership. D'ailleurs, on voit en Ontario qui regroupe le service au sein d'un organisme, donc c'est pas pour rien. Donc moi, je ne perds pas patience. Au contraire, je pense qu'avec le temps, on va avoir un rehaussement à travers tout le pays. Je ne pense pas que on va niveler par le bas à chaque fois. Je vous remercie.